Bah alors, les dinosaures, ils avaient des plumes ou des écailles hein? Parce que j'ai vu un documentaire la dernière fois, ils disaient qu'ils avaient des plumes, mais en même temps, dans Jurassic Park, bon... Voilà une question qu'on me pose assez souvent. Par contre, la réponse, on l'écoute moins souvent, parce que, bah évidemment, c'est plus compliqué que soit l'un, soit l'autre. Hein. Et ça mérite d'être développé. Et quelque part, ça tombe bien, puisque je suis tout seul devant une caméra et que j'ai du temps. Et bah j'espère que vous aussi. Bon, j'ai mis ce générique pour l'instant, mais il y a des chances qu'il change. Hein. Salut les trilobites et bienvenue pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis un bon moment, hein, qui j'espère va vous aider à y voir un petit peu plus clair, et aussi possiblement vous la péter pendant les repas de famille, ou simplement passer pour un relou, ça c'est testé approuvé. Mais avant de parler du passé, on va d'abord parler du présent, et on va devoir définir ce qu'on entend exactement par plume ou écaille. Alors on va commencer simple, écaille sur Wikipédia. En zoologie, une écaille est une petite plaque rigide qui émerge du derme, donc de la peau d'un animal, hein, pour renforcer sa protection. Et plume, élément caractéristique de la classe des oiseaux, c'est une production tégumentaire complexe constituée de kératine comme les poils, les écailles, les ongles, les griffes ou les sabots. Et oui, c'est pour ça qu'on dit que les plumes sont des écailles modifiées, hein. Bah, en fait, tout comme les poils des mammifères, hein. Et d'ailleurs, en parlant de mammifères, il y a aussi des mammifères avec des écailles. Et oui, notre cher ami le pangolin qui est un mammifère avec des écailles, hein, très efficace comme protection, mais malheureusement aussi son plus grand point faible, puisqu'à cause de ça, il est l'animal le plus braconné au monde. Pourquoi ça? Bah, pour récupérer ses écailles et en faire de la poudre à quéquette hein, à l'humanité. Hein. Et voilà, je viens de commencer la vidéo et je suis déjà sur un hors-sujet. Et en plus, maintenant que j'y pense, il y a d'autres mammifères, par exemple la queue des rats est bien dessus, c'est que ça peut être considéré comme des écailles, hein, ou les tatous, je pensais au début, mais non, parce que là c'est plus de l'os, du coup c'est pas considéré comme de l'écaille. Bref, c'est pas le sujet, revenons à nos écailles avec ceux auxquels on pense pas forcément en premier lieu, mais qui pourtant sont les plus nombreux, les poissons. Et oui, hein, eux aussi ont des écailles en tout genre, des petites, des grandes, des colorées, des pointues, et il y a même des poissons qui n'ont pas d'écailles tout simplement. Bon là vous voyez déjà, écailles c'est plus large que ce qu'on peut penser à la base, hein, et ça inclut un bon nombre d'animaux, et encore je vous passe genre les écailles sur les ailes des papillons. Non, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les dinosaures, et du coup quand on parle de dinosaures, ce qui nous intéresse c'est les écailles de type reptilienne. Et oui, quand on parle de dinosaures, un dinosaure terrible, lézard égale écaille, donc c'est à ça qu'on pense. Mais des écailles comment, comme celles des crocodiles? Ou plutôt comme celles des tortues? Ou alors comme celles des lézards, hein, tout simplement, sauf que quel lézard? Celle d'un varan des savanes? Celle d'un anolis? Ah, peut-être comme celle de l'iguane, enfin d'un iguane, ou d'un gecko peut-être. Enfin, un gecko léopard ou un gecko géant de Madagascar, hein, parce qu'attention, c'est pas les mêmes. Ça fait beaucoup, hein. Et encore, j'ai été gentil, hein, parce que sur le même animal, c'est même pas le même type d'écailles. Ah oui, parce que celles qui sont sur le ventre ne sont pas les mêmes que celles qu'il a sur le dos. Celles qu'il a sur la queue ne sont pas les mêmes que celles qu'il va avoir sur la tête. Des fois, ça va être des structures plutôt empilées les unes sur les autres, et puis des fois, ça va être plutôt des trucs imbriqués les uns à côté des autres. Hein. Ouais, c'est pas simple. Vous pensez que c'est compliqué? C'est que le début, hein. Mais bon, si on veut bien répondre à la question, il faut d'abord bien définir dans la vraie vie véritable ce qu'on entend par plume et écaille. Du coup, ce qu'on a fait pour les écailles, on va le faire aussi pour les plumes. Et oui, quand on parle des dinosaures, les terribles lézards, et bien maintenant on sait qu'ils ont plus en commun avec les oiseaux qu'avec les lézards. Et les oiseaux, c'est plumes, les lézards, c'est écailles, c'est comme ça. Mais alors une plume c'est quoi? Morphologiquement c'est un tube de kératine avec des trucs qui partent un petit peu dans tous les sens. Attendez, je sais comment on va faire. On va prendre une plume, hop, un microscope USB. Voilà, ça c'est un microscope USB, ça coûte 30 balles maintenant, hein, et quand j'étais plus jeune ça coûtait beaucoup plus cher je pense, et ça ressemblait à une espèce de gros truc comme ça et ça pesait un âne mort. Hein. Bon, c'est moins efficace, mais ça fera l'affaire pour ce qu'on veut voir. Et là, pareil que pour les écailles, hein, c'est pas partout pareil, il y a une base sans rien, après ça part à moitié en duvet, pour finir en structure très ordonnée et très régulière qu'on appelle les barbules, et qui forment la forme, c'est le cas de le dire, de la plume traditionnelle. Bon, en tout cas, l'image traditionnelle qu'on se fait d'une plume, hein, et encore, c'est comme les écailles, il n'y a pas un type de plume. Celles qui servent pour le vol, par exemple, elles sont asymétriques, elles sont sur le bout des ailes, elles sont pas pareilles que celles qui vont être là pour garder la chaleur, ou celles qui vont être là juste pour parader, ou même... il y a même des plumes un petit peu sensitives, un peu comme les poils des mammifères, mais en plumes.
Voilà, c'est ce qu'on peut voir par exemple sur la base du bec d'un kiwi, et oui, il est très mignon. D'ailleurs, je profite de cette occasion aussi pour vous montrer une plume un petit peu particulière que je trouve jolie, là, vous voyez, qui part comme ça en double. Elle est bizarre dans le sens où c'est une double tige et où les barbules ne sont pas du tout pareilles et pas accrochées entre elles. Du coup, vous dites que c'est pas des plumes pour voler. Et vous auriez raison puisque ce sont des plumes d'émeu. Et oui, le vol, c'est pas trop son truc, hein. C'est juste que elles sont dans mon décor depuis un petit moment et je savais bien qu'un jour ça me servirait. Bon, ça me sert aussi à illustrer la diversité qu'il existe chez nos amis les oiseaux, hein, mais il y a encore un autre type de plume dont je vous ai pas parlé. Mais si, vous savez, celles qui sont sur leurs pattes, là, Ah oui, des écailles. Et oui, les oiseaux aussi ont des écailles. Alors, banalité pour certains, révélation de ouf gueudin pour d'autres, hein. Moi perso, je me souviens que c'est quand j'étais petit que je m'étais fait la réflexion chez mes grands-parents qui ont des poules, hein, et que du coup j'avais réussi à en choper une et que j'avais regardé ses pattes, hein. Et après il y a ma grand-mère qui arrivait qui lui a coupé la tête pour la bouffer, et 20 ans après je m'en souviens encore. Remarque, sans ça je m'en souviendrai peut-être pas. Et je me souviens aussi que je m'étais fait la réflexion, tiens, les poules et les lézards ont tous les deux des écailles et leurs yeux se ressemblent. Sauf qu'en fait, pour les yeux, rien à voir, hein, puisque les yeux des lézards sont tous différents, hein, puis dans ce cas-là, les moutons et les pieuvres sont proches, hein, parce que leurs yeux se ressemblent. Hein. Ouais, non, mais j'étais con quand j'étais petit, hein. Je le suis toujours, mais au moins j'avais le sens de l'observation. Bref, tout ça pour dire que oui, sur les pattes, ils ont des organes rigides en kératine qui servent à protéger la peau, donc ça correspond tout à fait à la définition des écailles. Donc on peut considérer ça comme des écailles, et ça tombe bien puisqu'on considère ça comme des écailles. Et on va rester un petit peu sur ces papates en question, parce que vous allez voir, c'est très pratique quand on veut un petit peu se pencher sur l'aspect qu'on donne aux dinosaures. Si on regarde bien, elles ont toutes un peu la même organisation, un empilement de plaques les unes par-dessus les autres, surtout sur le dessus des doigts, et même le long de ce qu'on aurait pu croire être le tibia, s'ils étaient foutus comme nous, mais en fait pas du tout, c'est leur métatarse. Oui, en gros, c'est pas cette partie-là, c'est ça, hein. Bon, je vous montre pas sur mes pieds, hein, pour pas vous montrer mes magnifiques chaussettes Lidl, hein. De toute façon, les pieds et les mains, c'est à peu près foutu pareil, hein. Et d'ailleurs, si on était foutus comme des oiseaux, ça ressemblerait à ça. Et vous moquez pas, hein, parce que si on parle en termes d'endurance ou de vitesse, c'est mieux foutu que nous. Restons dans les pattes d'oiseaux, mais avec certains qui vont nous faire très vite revenir sur le sujet principal de la vidéo, un groupe d'oiseaux qu'on appelait anciennement les ratites, qui comprend plusieurs espèces qui ont comme principale caractéristique d'être des oiseaux qui ne volent pas. Et oui, autruche, casoar, mon ami l'émeu de tout à l'heure, hein, nandou, et aussi, sans oublier le dernier, le mignon kiwi. D'ailleurs, j'aurais plutôt dû dire un groupe d'oiseaux coureurs, hein, parce qu'il y a d'autres oiseaux qui ne volent pas, mais qui ne rentrent pas dans cette catégorie, hein, comme le dodo ou les manchots par exemple. Bref, donc ces oiseaux coureurs courent grâce à leurs pattes, oui, bien joué, c'est incroyable, on apprend des choses de ouf sur cette chaîne, hein. Bon bref, tout ça pour revenir à ça. Ah, alors vous vouliez du dino, là on y est, hein. Oui, maintenant vous voyez pourquoi quand on recrée un dinosaure, que ça soit en dessin, en modelage 3D ou pas, ou même en animatronics pour des films, hein, par exemple, je dis ça, je dis rien, en général leurs pattes ressemblent à ça, et c'est peut-être aussi pour ça que ça nous paraît si réaliste, hein, parce que même sans y penser, on a déjà vu quelque chose comme ça. Enfin, ça c'est mon hypothèse, hein. Encore une fois, Jurassic Park en avance sur son temps. Donc on retrouve cette disposition d'écailles, c'est-à-dire de grosses plaques larges en empilement sur le dessus des doigts et l'avant de la patte, et des écailles beaucoup plus petites et désordonnées sur le reste de la patoune. Ça chez beaucoup d'oiseaux, dont les coureurs qu'on dit comme oiseaux basaux d'ailleurs. Alors baso ou basal, faut comprendre ça comme primitif, mais sans le côté péjoratif, hein, parce qu'en biologie, ça n'existe pas. Donc je disais, là, ce pattern d'écailles, il se retrouve chez beaucoup d'oiseaux, chez les crocodiles aussi, un peu moins chez les reptiles modernes, hein, mais du coup, ça voudrait dire qu'en fait, à la base, ils viennent tous du même truc. Ah, ça, en tout cas, la génétique a trouvé quelque chose de très intéressant là-dessus, puisque le gène responsable de la transformation écaille-plume, là, on le trouve chez les oiseaux, hein, rien d'étonnant, mais aussi chez les alligators. Ouais. Vous vous rappelez peut-être du Chickenosaurus avec les manipulations génétiques là, pour activer, désactiver des gènes, lui faire revenir des dents dans le bec, une queue osseuse, des griffes aux ailes, etc. Et oui, vous l'avez deviné, on peut aussi faire ça avec les alligators et activer, désactiver ce gène, hein. Mais vous attendez pas à voir éclore un alligator à plumes, puisque ça a bel et bien été fait, mais c'est resté au stade embryonnaire, hein. Comme pour le Chickenosaurus, on les fait pas éclore pour des raisons éthiques, biologiques, logistiques. Mais attendez, ça veut dire que si toutes les écailles reptiliennes ont en elles le matériel génétique pour faire des plumes, ça veut dire que peut-être sous des conditions particulières, il y aurait des oiseaux avec des plumes sur les pattes. Oui.
Ah bah oui, c'est bien les écailles, mais quand on vit dans un climat très très froid, c'est pas ouf pour garder la chaleur. Et voilà la très connue Harfang des neiges ou la chouette collection automne-hiver de l'extrême, qui vivait en France il y a 20 000 ans quand le climat était plus froid qu'aujourd'hui, puisque maintenant elle se retrouve plus que dans les zones arctiques. Alors attendez, ça veut dire qu'elle a des plumes à la place des habituelles écailles là. Donc, avec la sélection artificielle, si on arrivait à choper des individus qui ont ce genre de particularité génétique, genre, je sais pas, genre chez des poules, ça se trouve on pourrait... Oui. Alors prenez quelques poussins avec ce genre de modification génétique, faites-les se reproduire entre eux, attendez plusieurs générations et tadam, une poule avec des pattes d'œuf. Vous pouvez mixer ça aussi avec l'option tête afro-plume ou même la version abusée avec ce magnifique pigeon qui n'aurait aucune chance de survie dans la nature, mais il a un petit côté micro-raptor comme ça. Ouais, mon dossier pour une vidéo spéciale abus de la domestication, c'est pas mal agrandi, hein, et encore, j'aurais pu aussi vous parler, avec ce même genre de modification, des geckos sans écailles, mais on n'a pas le temps, la suite. Bon là on était seulement dans le présent, et on voit déjà que la différence écaille-plume, c'est pas aussi simple que ça, et encore... Je vous épargne les stades entre les deux, hein, mais si jamais vous voulez en savoir plus, je vous conseille la vidéo de Miss Plume sur la chaîne d'Entracte Science. Bon allez, assez parlé du présent, on va aller un petit peu dans le passé, et hier, j'ai mangé une banane. Oui bon, c'est très intéressant, mais on va peut-être s'intéresser à plus loin que ça, parce que bien évidemment, quand on demande si les dinosaures avaient des plumes ou des écailles, c'est sous-entendu les dinosaures qui ne sont plus là pour qu'on le sache, hein, donc ceux qu'on retrouve fossilisés. Alors attention, je ne vais parler que des animaux du groupe qu'on a appelé les dinosaures, hein, donc oubliez tout de suite tout ce qui est mosasaures, dimétrodons, tout ce qui était là avant, ou les ptérosaures, même s'il y aurait des trucs à dire. Donc on va s'intéresser à ce qu'on retrouve exactement des dinosaures, c'est-à-dire les fossiles, principalement les os. Et déjà, trouver un os fossilisé, c'est pas simple, hein, parce qu'il faut des conditions bien particulières. Il faut que l'animal meure dans un milieu particulier, dans des conditions particulières, qu'il n'ait pas été bouffé par un charognard, que les bactéries ne l'aient pas trop attaqué, et en plus qu'un humain tombe dessus des millions d'années plus tard. Ça fait beaucoup d'improbabilités, mais beaucoup d'improbabilités sur des millions d'années, sur des milliards d'individus, ça fait que c'est arrivé. Et heureusement, parce que sinon on n'aurait aucune idée de la vie d'avant et ma chaîne n'existerait pas. Et dans des conditions encore plus exceptionnelles, il peut y avoir autre chose qui se fossilise que les os. Alors, pas les organes, hein, mais les parties plus dures, plus solides, comme la peau par exemple, ça peut arriver. Et encore, on retrouve pas vraiment les écailles, mais en tout cas on retrouve l'empreinte de la peau dans la roche, donc ça peut être des écailles ou même des plumes. Et oui, les plumes chez les dinosaures, ça ne date pas seulement des années 2000, hein, puisque vous le connaissez sans doute, l'Archéoptérix décrit en 1861. C'est moins loin que la bestiole elle-même qui date d'il y a 150 millions d'années, mais par rapport à nous, c'est quand même loin. Enfin, sauf si on est Michel Drucker. Donc voilà, l'Archéoptérix vivait il y a 150 millions d'années, mais le premier fossile découvert par un humain date d'il y a 160 ans. Ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est pour vous dire un petit peu le contexte de la découverte, hein, parce qu'il y a 160 ans, c'était vraiment les tout débuts de la paléontologie. On savait même pas trop encore dater les fossiles, on savait même pas trop encore ce que c'était. Darwin avait sorti 2 ans avant son livre sur la théorie de l'évolution. Voilà, c'est pour vous laisser imaginer un petit peu le contexte de cette découverte. Bon, on ne va pas parler de tout ce que ça a impliqué scientifiquement, mais juste du fossile en lui-même qui est dans un état de conservation exceptionnel et qui permet de voir des traces de plumes. Ça c'est facile à voir, hein, c'est ce qui est une preuve directe. Mais il y en a 2 autres qui vont nous intéresser. La première, c'est sa queue qui ne ressemble pas à celle d'un oiseau, hein, mais qui a quand même des sortes de structures qui, chez les oiseaux modernes, sont là où les grandes plumes sont attachées. On appelle cet os, si on peut dire ça, le pygostyle, hein, donc si on retrouve ça sur un autre dinosaure, on peut supposer que c'est aussi pour supporter des plumes. J'appellerais ça une preuve indirecte. On a un peu le même principe par exemple chez les raptors, où ils ont des petits picots sur les avant-bras qui servent, chez les oiseaux modernes, c'est là où on voit que les plumes sont implantées pour les ailes. Donc on peut se dire que si jamais on trouve ce genre de choses sur un dinosaure, c'est que possiblement c'était là pour supporter, alors peut-être pas forcément des plumes, mais au moins une structure qui ressemble. Donc voilà, c'est les 3 preuves qui vont nous intéresser pour cette vidéo. La première, ça va être le plus simple, hein, des empreintes directes d'écailles ou de plumes, quand il y en a. La deuxième, ça va être ces structures sur la queue de le pygostyle, si jamais il y a. Et la troisième, ça va être ces structures sur les avant-bras, si jamais il y en a. Et là aussi, vous allez voir que c'est pas aussi simple. Donc on a vu ce que c'était une écaille, on a vu ce que c'était une plume, enfin en tout cas l'image qu'on s'en fait, hein, on n'a pas vu les stades entre les deux heureusement, hein.
Mais bon, maintenant qu'on a vu ça, on va devoir éclaircir un autre point dans la question est-ce que les dinosaures avaient des plumes ou des écailles? C'est quoi un dinosaure? Et comme je ne suis clairement pas prêt à l'expliquer en moins de 3 heures, on va faire plus simple, je vais vous faire une liste des principaux groupes de dinosaures chez qui on a retrouvé des preuves fossilisées, et on finira par une conclusion. Alors, je vais partir de cet arbre phylogénétique des dinosaures. Bon, alors, il y a du people, et pourtant, croyez-moi qu'il est loin d'être complet et loin de répertorier tout ce qu'on a découvert. Sinon, ça ressemblerait plutôt à ça. Voilà, donc non, hein, ça serait bien trop long, et de toute façon, on n'a pas assez de fossiles de peau pour ça, donc on revient sur l'autre qui synthétisera mieux les différents groupes. Et donc on va partir de la droite pour aller vers la gauche pour finir par le T-Rex, comme ça vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Business is business. Donc on commence par les marginocéphales, hein. C'est le groupe où on trouve principalement les cératopsiens, les têtes à cornes, hein, comme le célèbre Triceratops, les Nasutoceratops, Diabloceratops, et plein de trucs qui finissent par tops, mais c'est aussi là qu'on a mis les pachycephalosaures et autres dinosaures à tête de dôme, mais là j'en parlerai pas parce que j'ai rien trouvé sur eux. Par contre, le Triceratops, lui, on le connaît bien, on a trouvé plein de squelettes complets, en bon état, dont des empreintes d'écailles en pagaille. Alors, principalement celles du corps, avec des écailles à peu près uniformes, avec par-ci par-là des écailles plus grosses et octogonales disséminées de façon à peu près régulière, un peu comme ce qu'on peut voir sur le cou de certains iguanes. Pattern qu'on retrouvera sur d'autres empreintes de peau de dinosaures mais dont on ne connaît pas la fonction, si jamais fonction il y a. Sur le ventre, on aurait des écailles un peu plus larges et rectangulaires, un peu cette fois comme on peut voir chez certains crocodiliens. Disposition bien pratique pour protéger le ventre de la végétation lorsqu'on est haut sur pattes. Bon, c'est pas le cas du crocodile, mais vous avez compris le principe. Quant à la tête, pendant assez longtemps, on la représentait un petit peu comme ça. Très lisse, limite juste osseuse sans rien par-dessus. Jusqu'à ce que là aussi, on retrouve des empreintes avec sensiblement la même disposition que le reste du corps. C'est-à-dire petites écailles avec des plus grosses par-ci par-là et des tailles intermédiaires suivant les principaux os de la collerette, ce qui donne quelque chose comme ça. Alors c'est pas moi qui ai fait cette image, hein, je l'ai récupérée sur Twitter, mais elle est vraiment bien parce qu'on voit exactement ce qui a été retrouvé et à quelle partie du corps ça correspond. Malheureusement pour ceux d'après, je ne pourrais pas être aussi précis car je n'ai pas les infos permettant de savoir sur quelle partie du corps étaient les empreintes. Bon alors d'un côté c'était bien de commencer par le Triceratops, hein, même si c'était pas voulu, puisque comme j'ai dit, bon bah c'est un dinosaure qu'on connaît très bien. On a retrouvé d'autres empreintes d'écailles chez d'autres cératopsiens comme le Centrosaure, donc on va se dire bon bah voilà, c'est plié au moins pour eux, on sait, c'est des écailles. Est-ce que vous connaissez le Psittacosaure ? Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, c'est possible, hein, puisque j'en ai déjà parlé il y a un moment, un petit dinosaure aussi de la famille des cératopsiens, mais plus primitif que le Triceratops, et qui vivait sur le continent asiatique au début du Crétacé, alors que son cousin plus grand vivait à la fin du Crétacé sur le continent nord-américain. Donc voilà notre lézard perroquet, puisque c'est ce que signifie Psittacosaure, un lézard perroquet par rapport à son bec caractéristique des cératopsiens entre autres. On le connaît bien, les premiers fossiles ont été découverts en 1923, et depuis il y en a eu plusieurs, hein, dont des complets et en famille. Donc on a une bonne idée de sa morphologie générale, et pour sa peau on est parti du principe que comme les autres c'était lisse et écailleux. Jusqu'à ce qu'on découvre ça. Enfin, c'est pas vraiment une découverte, hein, puisqu'il a été importé illégalement de Chine par un musée allemand, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'avec ce fossile dans un état de conservation plus qu'exceptionnel, on voit des empreintes de la peau de l'animal sur quasi tout le corps, avec des petites écailles un peu partout, des plus grosses et coloriées sur le dos et l'avant du corps. Donc jusque-là, rien d'exceptionnel, hein, on se disait déjà qu'il devait être comme ça, mais surtout, ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, c'est ça, ces longs poils qui n'en sont pas et qui forment une sorte de brosse sur la queue. Alors comme je l'ai dit, ce ne sont pas des poils ni même des plumes, mais une autre structure encore, hein, qu'on a appelée tégument, sans doute dérivé du premier stade de développement d'une écaille vers une plume. En gros, ça peut être résumé très vite fait comme ça, hein, et le stade 1, c'est un peu comme si l'écaille s'enroulait sur elle-même pour former un tube de kératine. Bon, en fait, ça se voit très bien aussi sur les plumes actuelles, hein. Il y a les 3 stades, il y a le tube au milieu, il y a le petit duvet là en bas, et après il y a les barbules là qui forment la vraie plume, hein. Donc bon, on voit que répondre juste plume ou écaille, ça va être très compliqué. D'ailleurs, retenez bien ce truc des stades, des différents stades de plumes là, parce que bah, on va y revenir pas mal. On est qu'au début et c'est pas fini. Donc le Psittacosaure a ces espèces de structures sur la queue là, et il a vécu avant les autres cératopsiens, donc il est un peu l'ancêtre entre guillemets, hein. Du coup, ça veut dire que si c'est un caractère transmissible, ses descendants peuvent aussi avoir ce genre de choses sur la queue. Ce qui donne des images que vous avez peut-être vues, hein, des images d'autres cératopsiens avec ce genre d'ornement sur la queue, comme ce Protoceratops par exemple, qui a vécu dans l'actuelle Mongolie, mais un peu après le Psittacosaure. Et encore plus longtemps après le fameux Triceratops horridus, dont certaines représentations le dotent de cette jolie brosse potentiellement héritée de ses ancêtres, ou même ce genre de représentation, le Triceratops porc-épic venant du fait que les grosses écailles qui parsèment son corps pourraient être le support pour des téguments plus longs, avec possiblement une fonction défensive. Pas une hypothèse ridicule, hein, mais on en saurait
sûr et certain qu'après la découverte de ce genre de tégument préservé ou d'une machine à voyager dans le temps. Et non, je ne vais pas parler des pachyrhinosaures à fourrure, je préfère garder ça pour une vidéo centrée autour de ce dinosaure, il y aurait pas mal de trucs à dire. Non, on va plutôt passer à un autre groupe de dinosaures, les ornithopodes. Orni, oiseau, pod, pied, donc à pied d'oiseau, qui font partie du super-ordre des ornithischiens, à bassin orni d'oiseaux, qui sont un groupe de dinosaures qui n'ont rien à voir avec les oiseaux. Ouais, c'est compliqué, mais je vais pas rentrer dans les détails. Donc les ornithopodes, les plus connus vont aussi vous dire quelque chose, si je vous dis Iguanodon, Parasaurolophus, Edmontosaure, des gros dinosaures herbivores qui ont comme caractéristique commune, entre autres, d'avoir des pattes arrière à 3 doigts comme nos oiseaux, d'où le nom ornithopode. Bon, on va pas s'attarder sur tous, parce qu'ils sont vraiment très nombreux, on en retrouve plein sur tous les continents, dont certains, encore une fois, ultra bien conservés, comme par exemple Leonardo, le brachylophosaure qui fait partie donc de la famille des dinosaures dits à bec de canard, et qui a le droit à son propre petit surnom, Leonardo, puisque comme vous le voyez, niveau conservation, on est sur quelque chose d'assez dingue. Il est presque entier, il manque surtout la queue, mais sinon tout y est, la tête avec la mâchoire inférieure, avec au bout le bec de canard, les vertèbres, les tendons qui relient tout ça avec une bonne partie sur le dos de l'animal, même la forme de certains muscles, notamment du haut des pattes. Bon, il manque le bout des pattes avant, mais pas celle de l'arrière, et si on regarde bien, enfin... pas tant que ça, tellement c'est visible, on voit, oui, des empreintes d'écailles. Et si on a l'impression qu'elles sont collées aux os, c'est juste qu'en se décomposant, la chair disparaît et la peau se colle aux os. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il y a des chances que les dinosaures de ce groupe avaient aussi des écailles. Je dis ça parce que là aussi, pas mal d'odrosaures sont bien connus, on a des squelettes presque complets trouvés sur tous les continents. Alors ça serait long de faire la liste entière, mais j'ai trouvé là aussi une image vraiment pas mal, qui montre les parties qui ont été retrouvées sur nos amis mangeurs de feuilles. Bon, il n'y a pas les noms, mais on peut les reconnaître assez facilement, il y a du Parasaurolophus, du Saurolophus, de l'Edmontosaure, du Corythosaure et plein d'autres facilement reconnaissables grâce à leur crête sur la tête, qui est différente suivant les espèces. Et là aussi on voit la qualité de préservation de certains fossiles, notamment celui-là qui vient d'un Gryposaure qui doit correspondre au C sur l'image vu la forme générale. Donc avec tout ça on peut se dire assez tranquillement, bon comme ceux-là ont des écailles, ça serait logique que tout groupe entier ait des écailles et avait des écailles dès le début. Sauf que comme pour les têtes à cornes, si on remonte un peu plus loin que le Crétacé, c'est-à-dire au début du Jurassique, on a des représentants du genre ornithopode qui ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on vient de voir. Du genre Culinda dromeus, un petit dinosaure d'1,50 m de longueur, découvert dans l'actuelle Russie, qui comme vous le voyez est plutôt mignon et dont quasiment toutes les représentations sont à peu près identiques. Et c'est pas pour rien, c'est parce que le fossile qui correspond est encore une fois exceptionnel. On a tout, les os bien évidemment, mais même des traces d'écailles et de plumes. Encore une fois, pas les plumes auxquelles on pense, mais des stades ou types d'avant. Des longues et rigides un peu comme le Psittacosaure sur la base de la queue, et sur les pattes arrière, des plus fines et plus courtes par touffes sur le haut de la cuisse et les bras. Et le reste du corps c'est plus semblable à une sorte de duvet. Mais on a là aussi des écailles et pas toutes uniformes. Des écailles fines et régulières sur les parties des pattes correspondant à l'avant-bras et au tibia en gros, bien que pour les pattes avant ce soit très spéculatif puisque c'est surtout sur les arrières qu'on voit ces empreintes d'écailles. Mais le plus étrange c'est celles qui se trouvent sur la queue et qui sont bien représentées par les paléoartistes ou même sur les documentaires 3D récents. Là aussi dû à l'état de conservation impeccable de notre bestiole. En gros il a de longues écailles plates sur quasi toute la queue sauf sur le dessus où là ce sont d'autres sortes d'écailles avec cette forme bien particulière qui ne ressemble pas vraiment à des écailles qu'on verrait maintenant. À part peut-être si on se dit que ça ressemble vaguement à celles des crocodiles modernes. Celles qui elles aussi se trouvent sur le haut du corps de l'animal. Tout ça fait du Culinda dromeus un dinosaure tout à fait unique et je suis content, je voulais en parler depuis longtemps. Et bien grâce à cette vidéo, j'ai l'occasion de le faire. Et en plus il illustrera parfaitement la conclusion. Et encore là je suis gentil, j'ai pas abordé les hétérodontosaures, dont par exemple le Pégomastax qu'on connaît bien sur Arc et qui n'a pas cette gueule par hasard. Non, on va là aussi passer à un autre groupe de dinosaures, les thyréophores. Et si ce nom ne vous dit rien, c'est bien normal. Mais par contre, si je vous parle de stégosaures ou d'ankylosaures, là, ça vous parle plus. Après les têtes à cornes et les becs de canard, on va donc s'intéresser aux blindés du Crétacé, même si leur règne a commencé bien avant, pareil que pour les autres au début du Jurassique, mais j'ai rien trouvé très intéressant pour le thème de la vidéo, du coup on va rester sur les plus représentatifs. On commence lourd, on commence fort avec le stégosaure. Tout le monde le connaît, il est tellement reconnaissable et connu depuis tellement longtemps qu'on comprend assez facilement sa popularité. Et d'ailleurs je pourrais, comme pour le spinosaure, faire une vidéo sur sa représentation qui a bien changé au fil des siècles jusqu'à l'une de mes préférées en 1997 dans un petit film indépendant que vous connaissez peut-être. Bon, par contre on reparlera pas d'une autre version sortie en 2015 qui pour moi est un vrai retour en arrière. Alors le stégosaure, écaille ou plume?
Écailles. Ouais, non, mais là aussi, il n'y a pas trop de surprises. Bon, déjà, pas de plumes ou d'écailles sur ces plaques osseuses, puisque ça a juste l'air d'être de grosses structures osseuses vascularisées et recouvertes par une couche de kératine. Pour le reste du corps, tout ce qu'on a, c'est la zone sous la gorge qui a une espèce d'armure osseuse qui devait lui servir à la protection, mais aussi possiblement une marque de maturité sexuelle comme elle s'agrandit avec l'âge, ou un système de thermorégulation, et c'est tout pour le stégosaure. Par contre, chez d'autres stégosauridés, comme par exemple l'Hesperosaurus, en gros, c'est comme un stégosaure, mais en plus petit avec des plaques arrondies, on a retrouvé ça. Et là, bon bah c'est clair, c'est de l'écaille et ça correspond à une partie du corps au milieu de l'animal en gros. On a aussi le Gigantospinosaurus, un sacré nom celui-là. Là aussi, taille moyenne mais avec des pics en tout genre sur le dos et surtout deux énormes pieux sur les côtés de la bestiole, un petit peu au-dessus des épaules. Alors oui, ça en impose, mais c'est pas le sujet, c'est que lui aussi on a retrouvé des traces d'écailles qui se retrouvaient sur le haut des pattes avant et qui là aussi sont assez explicites. Et qui me rappellent d'ailleurs pas mal la disposition et la forme des écailles de certaines grosses tortues terrestres modernes. Bon voilà, c'est pas beaucoup, mais avec ça, on peut partir du principe que la plupart des stégosauridés étaient écailleux. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce qu'une découverte ait tout chamboulé, on sait jamais. Alors maintenant, on va parler de mes chouchous, les ankylosaures, l'autre grand groupe des tyréophores, qui ont tout misé sur la meilleure attaque, c'est la défense. Alors, les ankylosaures, plumes ou écailles? Écailles. Ouais, bon, là aussi, pas trop de surprise. En même temps, ce qui se fossilise le mieux, ce sont les parties dures de l'animal, donc les dents, les os et tout ce qui s'en rapproche. Et quand on voit leur morphologie, évidemment, on se dit qu'il y a de quoi se fossiliser. Alors je préviens, je vais parler des nodosauridés et des ankylosauridés au sens très large, la grosse différence entre les deux étant que les uns ont une massue au bout de la queue et pas les autres. D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être que j'avais fait une vidéo sur lui, un nodosaure ultra bien conservé qui entre-temps a eu le droit à son propre nom de Borealopelta. Et ben il va nous être intéressant pour cette vidéo, puisque comme c'est une découverte récente, et ben on a le droit de belles photos de lui ultra bien détaillées en 4K ma gueule, bien pratique pour zoomer par-ci et par-là et voir quoi. Et oui, là aussi des petites écailles fines au niveau de sa patte avant, et même si on va vers la tête, on en voit aussi du même genre entre toutes ces plaques d'armure. Et c'est à peu près le même principe chez les autres blindés du genre, comme par exemple le Scolosaure, qui lui aussi est très bien conservé, mais qui n'a pas vraiment de plaques d'armure comme celui d'avant, mais de gros ostéodermes qui ont la même fonction placés de façon régulière sur le dos de l'animal. Et autour de ces ostéodermes, on voit aussi des écailles qui deviennent de plus en plus petites plus on s'éloigne. Un peu comme ce qu'on retrouve chez certains de nos lézards modernes blindés eux aussi, mais beaucoup plus petits et plus piquants encore. Pour leur crâne, en tout cas, le dessus, c'est pas vraiment pareil, ça a l'air d'être de larges plaques imbriquées les unes aux autres sans vraiment de régularité. C'est assez visible sur notre ami l'ankylosaure. Et ça a l'air d'être le cas aussi pour ses autres copains blindés avec ces larges écailles qui devaient être très proches des os du crâne directement, ce qui devait donner une protection et une solidité plutôt efficace. Pour les autres parties du corps plus sensibles, c'est-à-dire les pattes et le ventre, ça a plutôt l'air d'être de toutes petites écailles fines en grand nombre, comme on l'a retrouvé là aussi sur notre cher ankylo et même sur son petit frère chinois et aquatique, le Lianingosaurus, dont le fossile a une toute petite partie d'empreinte d'écailles attribuée au ventre de l'animal. Donc avec tout ça, point de traces de plumes ou protoplumes chez ce groupe de dinosaures, et même chez les plus primitifs ou basaux, aucune trace, et ils avaient déjà de gros ostéodermes très prononcés sur une bonne partie du corps. Du coup, avec tout ça, on peut partir du principe, là aussi, que tous les dinosaures blindés de ce groupe étaient en majorité écailleux. Et bah ça en fait de l'écaille, et avec tout ça, là, dites-vous qu'on est qu'à la moitié de notre arbre génétique des dinosaures. Du coup, on résume, Cératopsien, écaille, Hadrosaure, écaille, enfin en tout cas pour les versions les plus récentes et les plus grosses, Tyréophore, récent ou pas, écaille. Du coup, bah on a notre réponse à notre question là. Et non, comme vous l'avez vu, c'est pas aussi simple, et ça tombe bien, moi j'aime pas les réponses simples, j'aime bien rentrer dans les détails. Et du détail et de la complexité, va y en avoir, mais dans la prochaine vidéo, puisque comme vous voyez, celle-là est déjà très longue, et j'ai pas envie de sortir une vidéo tous les 2 mois. Du coup, la prochaine fois, on continue avec les sauropodes, les longs coups, et les théropodes, les carnivores. Le groupe où il va y avoir le plus de trucs à dire et ça va être le plus long à traiter. Et je pense que c'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eu à faire, surtout au niveau des recherches, mais aussi l'une des plus intéressantes puisque ça touche indirectement au paléo-art. Et le paléo-art, c'est le fait de reconstituer, de redessiner, ou reconstituer en tout cas, des animaux disparus en prenant en compte les découvertes scientifiques. Et comme je dessine un petit peu à côté, je trouve ça hyper stimulant. Alors je m'excuse aussi pour la luminosité qui a dû changer au fil de la vidéo, mais pour vous expliquer, je tourne avec la fenêtre ouverte. Et là en ce moment il y a un orage, alors que quand j'ai commencé il y avait un beau ciel bleu, donc à mon avis la luminosité ça a dû bouger un peu. En attendant, j'espère que cette première partie vous aura plu. J'aimerais aussi adresser un grand merci à Christophe Hendricks, un paléontologue dont je vous parlerai bientôt. Un grand merci aussi à FL Reptile que vous connaissez peut-être, qui m'a bien aidé pour la recherche des photos des empreintes de fossiles, parce que croyez-moi, c'est pas simple à trouver.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, voire même à me soutenir sur Tipeee, soyons fous. Et bien moi il me reste plus qu'à... Bon, je vais vous laisser parce que il y a de l'orage depuis tout à l'heure et je sais pas si on a des prises de terre pour éviter que les plombs sautent, du coup...